Bonsoir, messieurs et dames. Merci de nous rejoindre à ce JDS Journal dimanche au soir. Vous restez avec nous pour 1h30 à décrypter notre actualité à travers reportages et plateaux. Je m'en vais vous donner les différents titres. Visite du chef de l'État à Kaya. Nous reviendrons sur les échanges qu'il y a eu avec les forces vives, tout comme ceux directs avec les populations. Nous aborderons aussi la question de l'article 59 de la Constitution et d'une possibilité de décret portant ordre de mobilisation générale et de mise en garde. Quels en sont les enjeux? On reviendra là-dessus. Et puis, service d'inspection du travail au Burkina Faso. Le ministre en charge du travail a remis le rapport annuel 2021 au Premier ministre. C'était lundi dernier. Nous allons revenir justement sur le contenu de ce rapport-là avec Pio Daouda Ouattara. Il est inspecteur du travail, chef de service des relations internationales du travail à la Direction générale du travail. Et enfin, sport pour clore ce JDS, 8e de finale de la Coupe du Faso. EFO, ASFA, AS Douane, entre autres, qualifiés pour les quarts de finale. On aura Claude Romba pour décrypter tout cela. La première rubrique, pour ce qui est de ce JDS, c'est celle politique. D'abord, un reportage, cela nous conduira à Kaya, dans la région du Centre-Nord. Cette semaine, donc, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a accordé plusieurs audiences à des délégations des ressortissants de la région. Il a réaffirmé sa détermination à travailler pour la reconquête du territoire, le retour de la paix et de la sécurité, ainsi que le développement du pays. Il a eu des échanges directs avec les populations. Nous revenons sur tout cela dans cet élément. C'est sous une forte acclamation que le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, est accueilli dans cette salle polyvalente de Kaya par les forces vives de la région du Centre-Nord. Une région qu'il a servie et qu'il maîtrise mieux en tant que chef de commandement avant sa prise du pouvoir. Le capitaine Ibrahim Traoré, debout pendant une trentaine de minutes face aux forces vives, a réaffirmé sa détermination à travailler avec l'ensemble du peuple pour la reconquête du territoire national, le retour de la stabilité et de la sécurité dans le pays des hommes intègres. À ce moment précis, il s'agissait pour nous de faire un choix. Soit nous sommes burkinabés ou nous ne le sommes pas. Notre dignité, notre fierté, notre honneur, ce n'est pas marchander. Et nous nous battrons pour cela. Ce qui a conduit à certains choix qui peuvent être difficiles, mais nous sommes préparés à affronter. Le chemin est épineux, c'est périlleux, plein d'embûches, mais nous sommes faits pour surmonter les obstacles. Et je ne doute guère de cette jeunesse qui doit rester debout. Voilà pourquoi j'ai décidé de m'adresser à vous debout. Convaincu de l'engagement de la jeunesse, le chef de l'État a invité cette frange de la population à s'investir davantage et sincèrement dans le combat qui est mené contre les groupes armés terroristes et à ne pas céder à la manipulation. D'autres faibles d'esprit, se laissant manipuler par l'impérialisme, qui se retournent les uns contre les autres, qui ne savent même pas ce qu'ils font, pendant que leurs chefs qui les dictent cela sont dans leur salon feutré, couchés, cachés quelque part. Ils ne viennent pas combattre. Ils manipulent ces individus qui viennent tomber. Il est temps qu'ils comprennent le message que jamais, au grand jamais, nous n'abandonnerons notre patrie. Le président de la transition a invité les populations à faire attention aux réseaux sociaux, aux informations diffusées ou à diffuser sur ces plateformes numériques. Mais j'aimerais ici attirer l'attention donc de la jeunesse, à faire attention à nos propos, à faire attention aux réseaux sociaux. Lorsque quelqu'un passe une information à travers les réseaux sociaux, il doit se demander à qui ça profite. J'aimerais ici vous expliquer un peu ce que l'ennemi cherche pour que vous fassiez beaucoup attention. Il cherche les points faibles. Il cherche des points névralgiques pour toucher les populations.
Les forces vives de la région ont reconnu les efforts engagés par la transition dans la dynamique de la restauration et la sauvegarde de l'intégrité territoriale. Elles ont renouvelé leur soutien au chef de l'État avant de formuler des suggestions et de rappeler les préoccupations qui tournent autour de la sécurité, les services sociaux de base, du développement économique des ménages et de la région. Dignité, fierté, honneur sont les mots donc du président Ibrahim Traoré, qui a évoqué aussi l'acquisition de matériel adapté qui a déjà commencé, ce qui permettra, dit-il, une meilleure opérationnalisation des forces combattantes. Le tout dans un contexte, parce que nous apprenons avec le journal Courrier confidentiel du 15 mars que le chef de l'État avait adressé le 9 décembre dernier une correspondance au président du Conseil constitutionnel pour avoir son avis sur la nécessité de prendre un décret portant ordre de mobilisation générale et de mise en garde, quels sont les enjeux, qu'est-ce que tout cela renferme, et puis nous allons aussi revenir évidemment sur ce que nous avons vu, cette sortie du président à Kaya. Nous avons des invités sur ce plateau pour aborder toutes ces questions avec nous. Je m'en vais vous les présenter. D'abord, Dr Aruna Louré, membre du précédent ALT, il est médecin. C'est cela. Bien sûr. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Nous sommes aussi avec Dr Aristide Béré. Il est administrateur civil, ancien directeur général de l'ONI, Office national de l'identification. C'est ça. Oui, bonsoir et merci d'être avec nous. Merci. Et nous sommes aussi avec Dr Lopoteyen. Il est sociopolitologue, chercheur au CNRST, Centre national de la recherche scientifique et technologique. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Et on termine avec Dr Émile Paré, secrétaire à la formation politique et civique au MPP, Mouvement du Peuple pour le Progrès. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Voilà, que des docteurs autour de moi. On va se pencher sur ce qu'on a vu, mais tout à l'heure, je parlais de ce fameux article 59 de la Constitution. Depuis, il y a beaucoup de commentaires qui sont soulevés par rapport à cela. On a quelqu'un qui connaît assez aussi le droit autour de la table. Je préfère donc me retenir vers lui quand on évoque la question de cette possibilité de mobilisation générale de mise en garde. Une disposition prévue par la Constitution dans son article 59. De quoi s'agit-il, docteur Béré? Puis quels sont les enjeux? C'est pédagogique d'abord. Oui, c'est très pédagogique et c'est vraiment notre posture actuellement. Il faut dire que l'article 59, qui est en fait le pendant de l'article 16 de la Constitution française, donne des pouvoirs de crise au chef de l'État. Et il est dit que lorsque l'indépendance de la nation, le fonctionnement régulier des institutions sont menacés de manière grave ou imminente, le chef de l'État peut, après consultation du président de l'Assemblée et du président du Conseil constitutionnel, prendre des mesures nécessitant le rétablissement de la situation. Alors, c'est pour cela certainement que le chef de l'État a saisi le président du Conseil constitutionnel à travers la demande d'avis. Donc, d'un point de vue purement technique, c'est un avis qui a été rendu par le Conseil constitutionnel qui n'est pas une décision. Et de notre point de vue, ça devrait même être un avis individualisé de la part du chef du Conseil constitutionnel, parce que ce que la Constitution a dit, c'est un avis du président du Conseil constitutionnel. Ça devrait même être du point de vue formel donné entre le chef de l'État et le président du Conseil constitutionnel, et non pas prendre cette forme-là, parce que tel que vu, c'est comme un avis normal qui s'exerce dans le cadre de l'article 157, alors que la demande du chef de l'État ne s'inscrit pas dans ce cadre, mais s'inscrit plutôt dans le cadre de l'article 59 de la Constitution, c'est-à-dire l'exercice des pouvoirs de crise du chef de l'État. Alors, du point de vue formel, on peut dire que la réponse n'a pas été très bien articulée par le Conseil constitutionnel, parce que l'avis devrait fonctionner entre le chef de l'État, et ça, il a parfaitement exercé son rôle, et le président du Conseil constitutionnel, qui devrait répondre solo entre lui et le chef de l'État, de la même manière que peut-être certainement qu'il s'est adressé au président de l'Assemblée législative de transition, qui a peut-être répondu ou certainement répondu. Donc, du point de vue formel, ça devrait se passer de cette façon. Maintenant, du point de vue du fond,
Il faut dire que le Conseil ne dit pas très précisément, a analysé un peu la lettre du chef de l'État et a estimé qu'il était de bon ton d'exercer les pouvoirs de crise. Bon, c'est l'avis du Conseil constitutionnel, et même s'il ne contient pas dans le détail, parce que les termes de l'article 59 sont au nombre de 5, il faut bien préciser pour chaque cas particulier si la condition est effectivement réunie, et aussi assurer aussi la garde. Quand je dis la garde, c'est peut-être fixer les limites d'exercice de ces pouvoirs de crise, parce que les mesures qui sont permises au chef de l'État, il est bien dit dans la Constitution que c'est toutes les mesures, y compris des mesures de nature législative, qui peuvent être prises par le chef de l'État dans le sens du rétablissement de la situation qui a engendré la saisine du Conseil constitutionnel, notamment du président du Conseil constitutionnel. Donc voilà globalement et sommairement ce qu'on peut dire, formellement et fondamentalement ce qu'on peut dire sur le contenu de l'avis qui a été donné suite à l'exercice ou à la volonté d'exercer les attributions de l'article 59 de la Constitution du Burkina. C'est vrai que le même journal que je citais a précisé qu'il y a eu un avis favorable, mais venons dans, j'ai dit en jeu, parce que c'est vrai, il y a l'avis qui est demandé. Maintenant, au fond, ce que plein de Burkinabés se demandent, ça veut dire qu'on passe quel cap? Quand on parle de mobilisation générale, en quoi ça consiste? Et puis la mise en garde, en quoi ça consiste? Enfin, la mobilisation générale est prévue dans la loi relative à la défense nationale. Il y a déjà un contenu qui est posé. Il y a également la question de la mise en garde, la mobilisation générale. Le contenu est déjà clair et il est fondé à prendre toutes mesures nécessitant le rétablissement de l'ordre, y compris les restrictions des libertés publiques, les différentes perquisitions. Il y a une large gamme de compétences qui est reconnue au chef de l'État dans l'exercice de ces pouvoirs-là. Donc, on ne peut pas, ne soyez pas surpris que certaines mesures qui relèveraient normalement d'autres acteurs, d'autres institutions, puissent d'ailleurs maintenant être prises par le chef de l'État sur le fondement de l'article 59. On comprend mieux. Moi, je vais revenir vers Dr Émile Paré. Oui. Parce que quand on regarde pour en arriver à cette dynamique-là, je reviens toujours sur la question de cet article 59. Il y a des éléments. C'est-à-dire lorsque les institutions du FASO, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements sont menacées d'une manière grave et immédiate. Voilà, dans la question des fonctionnements réguliers des pouvoirs publics et tout, lorsqu'il y a donc interruption du cours constitutionnel des choses, le président prend, après délibération, comme on l'a dit tout à l'heure, en conseil des ministres, après consultation officielle des présidents de l'Assemblée nationale, du conseil constitutionnel, les mesures exigées là. Je pense que dans tout ce qu'on a cité, ce qui manquait sous vous, c'était le coup d'État à répétition. Oui. Non, je pense que vous n'y avez jamais pensé, hein? Non, le peuple burkinabé s'interroge sur la nécessité de cette mesure. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est en jeu exactement et qu'est-ce qui justifie vraiment l'application de cet article 52 à ce moment. Parce que je dois dire, si c'est la lutte contre le terrorisme, je crois que la lutte contre le terrorisme ne date pas de maintenant. Le MPSR a renversé le régime du président Roch pour dire que nous sommes incapables, bien sûr, de régler la question de l'insécurité, la question de la lutte contre le terrorisme. Mais nous sommes à 1 an et quelques de la vie du MPSR. Soit 1 ou soit 2, c'est la même chose. Et je ne vois pas qu'est-ce qui a brutalement changé pour qu'on fasse appel à l'article 59. Vous savez, l'article 59, il faut l'appliquer véritablement dans des circonstances véritablement exceptionnelles. Et je ne vois pas d'exception. Les institutions sont... Même la situation, sa gravité. Quelle gravité? L'armée est en train de monter en puissance, à ce qu'on sait. Et le peuple, dans toute sa globalité, soutient le président Ibé dans sa lutte contre le terrorisme et pour la lutte contre l'insécurité. Et beaucoup de mesures ont été prises déjà. Il y a eu l'augmentation du recrutement dans l'armée. Il y a eu le recrutement des VDP, sont passés à près de 50 000 VDP. Et on est en train de former les VDP. L'armée a eu un budget conséquent, lui permettant véritablement de monter en puissance sur le plan matériel, sur le plan psychologique, sur le plan de quoi. Mais je ne vois pas
quelle est la gravité aujourd'hui pour faire appel à l'article 59? Bon, le juriste nous a expliqué ce qu'on a dit, mais on ne fait pas appel à l'article 59 dans ces conditions. Bon, ça, il n'est pas encore revenu là-dessus. Hein. Donc, je suis en train de dire que je ne vois pas l'opportunité de faire appel à l'article 59. Quels sont les éléments d'opportunité, si le juriste peut-être peut nous éclairer, quels sont les éléments d'opportunité immédiats, actuels, qui justifient l'appel à l'article 59? Parce qu'il y a des risques beaucoup, hein. Il y a des risques. Vous avez écouté le juriste. Peut-être que je vais relire. Oui. Considérant que l'article 59 de la Constitution dispose que lorsque les institutions du Faso, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements sont menacés d'une manière grave et immédiate, ou que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président du Faso prend, après délibération au Conseil des ministres, après consultation officielle des présidents de l'Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel, les mesures exigées par ces circonstances. Et après, on parle de l'article 3 qui vient et tout. Est-ce que les éléments précités là ne pèsent pas aujourd'hui dans notre contexte? Non, ça ne pèse pas. Bon, je vais permettre à Béré de revenir, mais je vais d'abord permettre de préciser le tour de table avec. On peut chacun apprécier le contexte là. Tout à fait. Allons avec l'OPPN, docteur. Bon, oui, à ce niveau, moi je pense que quand même la situation nécessite que les autorités de MPSL communiquent sur la question. Voilà, donc pour donner un peu leur point de vue de la situation et ce qui a nécessité, comme on appelle l'application de l'article 59 de la Constitution. Voilà, donc ça a eu on n'y est pas encore, hein. C'est un avis qui a été demandé selon ce qu'on sait. On n'a pas encore un décret, on n'est pas, voilà. Oui, mais c'est déjà une procédure, la procédure est déjà enclenchée. Voilà. Donc je pense que c'est aux autorités de donner à toi les motivations. Voilà, ce qui les a amenés donc à vouloir engager une telle procédure. Là, en ce moment, on pourra peut-être avoir des éléments, ou du moins les éléments sur lesquels ils comptent pour engager cette procédure-là, on pourra apprécier. Mais bon, pour l'heure, je pense que, comme ce que disait le docteur Émile Paré, tel que décrit, bon, ça ressemble un peu à l'état de siège ou l'état d'urgence. Voilà, et un peu où, dans une situation de crise, les pleins pouvoirs reviennent donc à l'autorité suprême qui est le chef de l'État. Voilà, pour prendre des mesures, un certain nombre de mesures qui sont décrites d'ailleurs et détaillées dans ce dispositif-là. Voilà. Mais je dirais que, notamment à l'Est, où je dirais que dans certaines zones d'intérêt militaire, il y a eu des mesures de ce genre qui ont été prises depuis que nous sommes dans cette crise. Voilà. Donc pour moi, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Des mesures exceptionnelles ont été prises pour sécuriser certaines zones déclarées d'intérêt militaire. Donc moi, je ne vois pas ici l'entrée en vigueur de cet article 59 de la Constitution. Fondamentalement, je ne vois pas en quoi donc ça constitue une évolution de la situation ou un changement de la situation. Maintenant, certainement que les autorités ont peut-être des actions à mener ou du moins prévoir donc des opérations d'une certaine envergure qui nécessitent ici que cet article soit mis en application afin de donner les pleins pouvoirs, en tout cas à l'autorité militaire, pour donc mener donc des actions opérationnelles d'envergure en vue de sécuriser le pays. C'est pour ça et je trouve que les autorités doivent communiquer par rapport à leur motivation. D'accord. Toujours sur le contexte qui prévoit cela. Merci bien. Je pense que je vais aller sur la forme et le fond. Okay. Je peux dire, dans la forme, comme on le dit, le président a le droit de solliciter l'article 59. Mais dans le fond, ça fait 6 mois que le président est là. Docteur Émile Paré l'a dit, on dit qu'on monte en puissance, on récupère les terrains, tout va bien. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, puisque l'article 59 de la Constitution le dit très bien, en cas de mesures exceptionnelles, de situations exceptionnelles où la nation est en péril, est-ce pour nous dire aujourd'hui que la situation a tellement régressé que l'autorité n'a pas les pleins pouvoirs pour gérer la situation, ou est-ce aussi une manière de faire de l'arbitraire? C'est la grosse question que je me pose. Et docteur Olopé l'a dit, à partir du 30 mars, il y a des zones qui rentrent en état d'urgence. Il y a 8 régions burkinabées qui vont rentrer en état d'urgence. On les a appliquées à plusieurs reprises, on ne nous a pas fait le bilan. Mais encore pour aller plus loin, je dirais que l'article, quand on prend l'état d'urgence, je parle sous le contrôle de Dr Béré, c'est 30 jours.
Pour le renouveler, il faut passer à l'Assemblée. On a la chance que l'Assemblée législative de transition siège permanemment. Quand on prend l'état de siège, c'est 15 jours et c'est défini. Mais maintenant, sur l'article 59, peut-être que Dr Béré va nous préciser la limite, parce qu'il y a des limites et il y a des garde-fous. C'est pas de l'arbitraire, c'est-à-dire le président ne se lève pas du jour au lendemain et on attrape un tel, comme on le voit actuellement, ce qui se passe, et on envoie au front. Non, c'est-à-dire que ça reste toujours dans un cadre réglementaire avec des applications, c'est-à-dire ce sont des notes qui sont prises. Si c'est un décret, c'est un décret. Si c'est un communiqué, c'est un communiqué. Mais c'est pas de l'arbitraire, parce que ce qui est dangereux dans ce que nous voyons, parce que si on nous fait comprendre que tout va bien, tout marche, on a du matériel, qu'on gagne du terrain, et qu'on veut appliquer aujourd'hui l'article 59, pour moi, ça apparaît à la protection plutôt du régime que vraiment pour lutter contre le terrorisme. Mais monter en puissance, moi je pense que c'est un terme qu'on a beaucoup plus entendu sous le débat. Ce qu'on entend ici, c'est que le président Ibrahim Traoré dit tout le temps, c'est la guerre n'a pas encore commencé. Et ça, c'était un autre débat. Voilà. Je reviens à docteur Béré. Pour moi, le grand accusé, c'est le Conseil constitutionnel. D'accord. Le chef de l'État a usé de son bon droit de s'adresser au président du Conseil constitutionnel. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Le président du Conseil constitutionnel aurait dû répondre dans l'avis en précisant la réunion de toutes les conditions, la vérification. Est-ce que effectivement les conditions exposées par le chef de l'État dans sa lettre sont effectivement remplies conformément à l'article 59? Si on est en train d'opiner sur le contenu à avoir, c'est parce que justement l'avis n'est pas très explicite et se contente simplement de reprendre quelques extraits de la lettre du chef de l'État. Alors qu'il aurait fallu vérifier point par point la réunion de ces conditions. Donc pour moi, le premier accusé, c'est le Conseil d'État qui n'a pas été très précis dans sa réponse. Deuxièmement, il faut bien préciser que la décision de recourir à l'article 59 n'est pas discutable. Quand je dis discutable, je reste dans une posture purement constitutionnaliste et juridique. L'appréciation de la réunion des conditions, l'opportunité de mettre en jeu l'article 59 n'est pas juridiquement contestable. Ok. Mais c'est quoi? C'est-à-dire que l'appréciation incombe à qui? L'appréciation incombe au chef de l'État qui décide, moi je veux, après consultation du président du Conseil constitutionnel et du président de l'Assemblée nationale, mettre en œuvre l'article 59. Point. Donc, l'opportunité d'y recourir appartient exclusivement au chef de l'État. Donc, on ne peut pas juridiquement apprécier, lui dénier ou apprécier la qualité, en fait. Lui refuser ce droit d'appréciation. C'est lui seul, du point de vue constitutionnel, qui apprécie. Maintenant, il y a d'autres éléments qui ne permettent pas pour le moment, dans le fond. Et c'est pourquoi je parle du Conseil constitutionnel. Il y a des éléments, pour le moment, dans la forme du moins, qui ne sont pas remplis et qui ne permettent pas pour le moment de donner un contenu précis des mesures qu'il veut prendre. Mais lesquels ne sont pas remplis? Par exemple, on a dit après délibération du Conseil des ministres. Ça veut dire qu'on devrait voir dans les jours à venir des délibérations en exécution de l'avis, en exécution de la volonté du chef de l'État d'exécuter, de mettre en œuvre l'article 59. Donc ça donnerait une lisibilité des actions à faire. Il y a également le message que le chef de l'État doit faire à la nation. Vous avez vu les termes de l'article 59. Après, message à la nation. Donc, comme on dit qu'il faut communiquer, je pense que ces éléments-là nous permettront de mieux cerner le contenu des mesures suscitées. Après ça, c'est vraiment des éléments de forme qui ne ressortent pas fondamentalement dans l'avis du Conseil et qui nous auraient permis de faire l'économie des supputations. Est-ce que les conditions sont réunies? Est-ce que les conditions ne sont pas réunies? Et aussi les garde-fous. Parce que quand on va au fond de la décision, de l'avis du Conseil constitutionnel, l'exercice des pouvoirs de crise est encadré. Ce n'est pas de l'arbitraire. Comme disait un éminent constitutionnaliste, c'est la substitution d'une légalité normale par une légalité exceptionnelle. C'est pourquoi, lorsque certaines formes de légalité, comme les mesures d'urgence, comme l'état de siège, n'arrivent pas à juguler une crise, vraiment c'est le dernier recours qui doit être utilisé par le chef de l'État. Et là, c'est des actes, je ne sais pas si les gens mesurent, c'est des actes assez graves, en termes c'est des décisions assez graves. C'est-à-dire, à ce stade-là, c'est vraiment
Je suis toujours dans la pédagogie, hein, parce que quand on lit le texte au départ, on est, je vais un peu, je ne sais pas si ça donne un ordre par lequel on devrait comprendre. Oui. Le président du FASO prend, on dit d'abord après délibération au Conseil des ministres. Ça veut dire que c'est le premier acte qui vient. Oui. Ou bien tout peut être et après consultation. Il ne faut pas les isoler. Il ne faut pas les isoler. Ça peut venir en même temps, l'un peut venir après l'autre, quel que soit le sens. Les conditions de fond s'exercent séparément. Les conditions de forme, c'est la saisine du Conseil constitutionnel, du président du Conseil constitutionnel, l'avis du président de l'Assemblée nationale, qui émettent leurs avis et qui disent oui ou non. Ça aurait pu même se passer sans qu'on le sache. Hein. Ça aurait dû même se faire comme ça, sans qu'on le sache exactement qu'est-ce qu'ils se sont dit en bas. Maintenant, lorsque le chef de l'État prendra la parole par le message à la nation pour dire « moi j'ai décidé de mettre en œuvre l'article 59 », il expliquera en ce moment le contour des mesures qu'il souhaite prendre. Bien sûr, tenant compte de ces pouvoirs de crise, comme je l'ai dit, qui ne sont pas des pouvoirs illimités, infinis de droits communs. Hein. Non, il y a des garde-fous, parce que si vous basculez sur le terrain des droits de l'homme, ça va être souvent difficile de justifier certaines actions. Pour ajouter quelque chose rapidement, parce que c'est vrai que la prise de la décision de l'article 59 incombe au chef de l'État, mais les décisions issues de ça peuvent attaquer aussi. C'est-à-dire qu'en tant que citoyen, on peut dire, au vu de l'article 59, on te réquisitionne, mais tu peux attaquer cette décision au tribunal administratif. C'est comme le docteur l'a dit, c'est pas vraiment une zone de non-droit où ça serait de l'arbitraire. Ça serait vraiment... Mais docteur, je précise trois choses. Oui. L'attaquabilité des mesures prises par le chef de l'État est appréciée à trois niveaux. Oui. Le premier niveau, c'est l'opportunité de la décision. Ça, c'est inattaquable. Oui. Le contenu des décisions, l'attaquabilité devant la juridiction sera fonction du contenu des décisions à prendre. S'il prend des décisions de nature législative, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ben ouais. C'est s'il prend des décisions de nature on commence à petit à petit les enjeux. Je reviens vers Dr. Emile Paré qui dit que... Moi, je suis un homme politique. Je ne suis pas un juriste. Je ne fais pas du juridisme. D'accord. J'ai le droit de marcher. Ça ne veut pas dire que j'ai marché. Je ne marche pas parce que j'ai le droit de marcher. J'ai le droit d'aller aux toilettes. Est-ce que ça veut dire que je dois aller aux toilettes à tout temps? Donc, le droit pour le chef de l'État de faire appel à l'article 59, il en a le droit, mais l'opportunité, nous, on doit quand même l'apprécier. Le citoyen doit l'apprécier. On ne peut pas dire que l'opportunité, on ne peut pas attaquer, on ne peut pas faire quoi. Non, du point de vue démocratique. Vous avez vu l'application au niveau du Parlement français de l'article, le fameux article 49.3, ou bien? Mais les députés ont attaqué l'utilisation du 49.3 qui est constitutionnel. Pourquoi ils l'ont attaqué? Parce que c'est une volonté manifeste de contourner le pouvoir du législateur. Non, le problème qui se pose ici, là, moi j'ai dit l'opportunité de l'article 59. Il n'y a aucune opportunité. Les institutions marchent. Il y a eu coup d'État. Ils ont prêté serment devant le Conseil constitutionnel. Il y a eu la charte de la transition. On a mis les organes en place. L'Assemblée législative de transition marche. Le Conseil constitutionnel marche. Le gouvernement marche. Il y a crise institutionnelle où? Donc, c'est pourquoi j'ai dit l'appel à l'article 59 dans ces conditions, on attend la déclaration du chef de l'État, peut ouvrir la voie à des excès très dangereux. Parce que quand il me dit qu'il peut prendre le pouvoir des parlementaires et légiférer, mon ami, mais est-ce qu'il y a un problème? Toute mesure. Donc il peut venir perquisitionner Emile Paré dans sa maison. Oui. Oui. Ça veut dire qu'il peut faire ça. Un test réglementaire. Oui. Donc ça veut dire qu'il peut suspendre et dissoudre les partis politiques. Oui. Ah, vous dites. Donc l'appel à l'article 59 dans ces conditions-là. Si nous sommes là, ce qui est important, c'est la lutte contre le terrorisme et la sécurité. Si on dévie de cela et on veut prendre des mesures de portée politique, je vous dis qu'on risque d'avoir des difficultés. Je vais venir vers vous, docteur Pépéien. Tout à l'heure, vous disiez, bon, peut-être que c'est parce qu'à un moment donné aussi de la lutte, il y a un besoin, parce qu'on veut peut-être faire autrement les choses. Et jusqu'à présent, dans son discours, le président l'a toujours entendu dire, la guerre n'a pas encore commencé. Est-ce qu'il n'y a pas cette dimension-là, de se dire que la guerre, pour qu'elle commence, il faudrait qu'il y ait les pleins pouvoirs. Pour qu'elle commence, il y a des choses qu'il doit pouvoir se permettre. Oui, mais c'est ce que je disais. Et peut-être déjà, on peut présager que peut-être le chef de l'État veut passer à une autre étape de la lutte
voilà, qui nécessite qu'il ait ses pleins pouvoirs, voilà, pour pouvoir être beaucoup plus opérationnel. Voilà, donc c'est pour ça que je dis que d'ores et déjà, on peut peut-être essayer de justifier l'intention donc de mettre en œuvre l'article 59 comme étant vraiment un procédé qui permettra de passer à une autre étape, comme lui-même le dit. Et chaque fois, et la guerre n'a pas encore commencé. Mais quand on écoute Dr Paré, est-ce qu'il n'y a pas aussi des craintes légitimes à avoir? Oui, il peut y avoir des craintes. Ça c'est, on ne peut pas évacuer ça. Puisque jusqu'ici, c'est encore abstrait aux yeux donc du citoyen ordinaire. Parce que, bon, voilà, et c'est déjà une procédure qui a été enclenchée. Et on a lu un peu les textes, voilà, d'un langage beaucoup plus ésotérique, je dirais, qui n'est pas donné à n'importe qui de comprendre. Donc, tout de suite, avec ces explications, ça permet quand même d'éclairer la lanterne sur le contenu et certains aspects qui restent toujours des zones sombres. Mais comme je l'ai dit, sans une communication de l'exécutif, il serait difficile, en tout cas, de donner une appréciation aussi profonde des motivations en tout cas qui ont entraîné donc le démarrage de cette procédure. Voilà. Mais déjà, on a comme l'impression que on veut passer à une autre étape de la lutte contre l'insécurité. Puisque le président lui-même l'a dit, la guerre n'a pas encore commencé. Peut-être qu'il veut maintenant commencer la guerre et il a besoin ici d'avoir ici certains pouvoirs pour pouvoir vraiment mener les opérations qu'il entend mettre en œuvre. Pour le moment, c'est une hypothèse qu'on émet en attendant qu'une communication soit faite pour que nous puissions avoir encore des éléments d'appréciation par rapport à ça. Mais pour l'heure, on ne peut que faire des interprétations. Il faut qu'il déclare la voilà. On ne va pas se faire le débat entre nous. Il y a de bonnes questions. Non, ce sont aussi des bonnes questions. Parce que le citoyen lambda veut comprendre. Il s'est dit que quelquefois, parce qu'on évoquait à un moment donné, jusqu'à présent, on n'a pas vraiment déclaré la guerre. Est-ce que c'était des explications logiques, des implications logiques si d'aventure c'était venu en amont? Parce que Dr Émile Paré toujours le posait. Est-ce que la déclaration de la guerre fait partie des pouvoirs exceptionnels du chef de l'État qui sort hors du cadre de l'article 59? Oui, il aurait pu même le faire sans utiliser l'article 59. Puisque l'acte de déclaration de guerre est étranger à la... Bon, on pouvait le faire sans passer par l'article 59. Maintenant, comme je dis, on va pas... Je reste sur ma posture où je dis... L'exercice des pouvoirs constitutionnels, l'opportunité de les utiliser appartient aux détenteurs du pouvoir. Voilà. Les députés français, le président Macron a utilisé le 49.3, les députés français ont répliqué par la motion de défiance. Et les moutons sont bien gardés. Donc, aujourd'hui, avec notre réalité, vous pensez que c'est un jeu possible? C'est pas dans ce cas. Parce que dans le cas de l'article 49.3, c'est la technique du vote bloqué qui est utilisée. C'est pas dans ce cas. C'est différent. Dans ce cas-là, dans ce cas de l'utilisation de l'article 59 de la Constitution, il y a des mesures qui doivent être prises. Qui, de mon point de vue, et je reviens encore sur le Conseil constitutionnel, devrait nous expliciter très bien si les conditions étaient bien remplies. Les conditions de fond, les conditions de forme. À partir de là, on aurait pu opiner quant au fond des décisions à prendre. Si les décisions sont prises, comme je l'ai dit, on verra maintenant dans quel registre elles se situent. Est-ce qu'elles s'inscrivent toujours dans le cadre de l'article 108, c'est-à-dire le pouvoir réglementaire, ou est-ce qu'ils s'inscrivent dans le cadre de l'article 101, puisque la Constitution a dit toute mesure avec S. Donc, il ne faut pas distinguer là où l'on ne distingue pas. Je voulais aussi, c'est toujours pédagogique parce qu'on vous a, tout à l'heure avec Dr Émile Paré, il parlait de la question de déclaration de guerre. Mais est-ce que ça va lui conférer les pouvoirs qu'il veut avec ce qu'il invoque ici? Ça lui donne même plus de pouvoir que la simple déclaration de guerre. D'accord. L'usage des pouvoirs de crise du chef de l'État sur le fondement de l'article 59, c'est plus que le pouvoir de guerre.
Simplement. Donc on comprend le choix. Oui. Donc pour moi, il y a des décisions qui étaient dans l'ordre de la législation normale. L'état de siège est prévu, c'est encadré, on sait, voilà, l'état d'urgence est prévu, c'est calé. Mais dans les circonstances exceptionnelles de l'article 59 là, vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas voir. Ça dit, c'est lui qui décidera de l'opportunité et du type de mesure à prendre pour atteindre tel ou tel résultat. Moi j'explique techniquement. Pour le reste, les questions d'opportunité politique, bon, je vous laisserai apprécier. mais jusqu'à quand on va rester dans le préambule de la guerre? Quand même, ça fait combien de mois on nous dit qu'on est au préambule? Mais peut-être aussi que c'est ce qui était attendu. Mais je pense que Louis, vous avez plutôt des craintes. En fait, beaucoup de craintes, parce que quoi qu'on dise, quand on applique ça et qu'on n'a pas le contenu, mais sur le plan même politique, quand on applique l'article 59, quelles sont les implications aussi bien en interne qu'à l'externe? Parce que de mon point de vue, quand vous dites vous appliquez le dernier niveau qui semble être un État quasiment en déliquescence pour sauver la patrie, quelles seront les implications économiques? Quelles seront les implications en termes de relationnel avec l'étranger? Est-ce que nos entrepreneurs doivent s'inquiéter parce qu'avec l'article 59, le chef d'État peut décider de saisir une entreprise pour un besoin immédiat? Oui. Ça fait partie de ses prérogatives. Oui, oui. Est-ce que le citoyen étranger, ou bien est-ce que nos exploitants miniers doivent s'inquiéter que le chef d'État peut décider de réquisitionner tonne d'or? Donc, pour moi, c'est pas un jeu. C'est vrai qu'on est dans un système où on aime beaucoup discuter sans aller vraiment dans le fond des questions, mais ça apparente à... Quand on énonce ça, quand le chef d'État énonce ça, j'ai l'impression que c'est un jeu pour certains. C'est pas un jeu. C'est-à-dire que cela va impliquer énormément de choses. Vous le reconnaissez, nous n'avons pas d'argent. Nous cherchons de l'argent. Et si nous n'avons pas une certaine forme de stabilité et que nous voulons jouer du ping-pong juste pour pouvoir maîtriser ce qu'on appelle des apatrides, pour ne pas que les gens parlent, nous allons couler la nation. Parce que quand on parle, les gens ont l'impression que non, c'est parce qu'on n'aime pas ce pays. Je pense qu'il y a certaines choses, certains risques qu'on prend, c'est parce qu'on a un amour profond pour ce pays-là qu'on ose prendre ce risque-là. Et je pense que la question de l'article 59 ne doit pas s'analyser de manière, je ne sais pas comment le dire, mais de manière superficielle. Et moi, j'aurais même préféré que le président ait le courage de dire nous sommes dans un état d'exception, en suspendant la Constitution, en mettant des mesures parallèles. C'est un coup d'État. Depuis nos indépendances, les coups d'État ont été gérés comme ça. Et nous prendrons une bonne période de notre vie politique où il n'y avait pas de constitution. La nation a fonctionné. Parce que les gens étaient assez courageux pour assumer les décisions. Pour les coups d'État, ceux qu'on a eu récemment, tout le monde a... C'est la même sauce. Hein. Oui, mais ça n'a pas commencé avec Ibrahim Traoré. Non, justement, c'est pas que je dis que les autres ont bien fait. Ah oui, les autres sont punis ça, parce qu'en allant du coup d'État du 22 janvier, où on a cru avoir une autre opportunité qui n'a pas été le cas, au coup d'État de Ibrahim Traoré, qui est en train d'approfondir le mal que nous vivons. Parce que comme on le dit, je vais le résumer rapidement, de chaque coup d'État à chaque coup d'État, l'armée se fractionne davantage, parce que nous aurons toujours des gens qui disent qu'on va mettre au garage, et ça on le sait déjà, nos officiers supérieurs sont au garage. Il y aura des gens qui disent que non, on avait le pouvoir, ou on aurait pu avoir si, qu'on va mettre au garage. On aura une bonne équipe. Quand on prend, aujourd'hui on parle de 1000 à 2000 personnes qui sont en Ouagadougou pour la protection du chef de l'État, en fin de compte, qui fait la guerre. Donc, ça c'est l'autre sujet. Oui, c'est pas pour dire que tel coup d'État était bien. Ça c'est l'autre sujet. Non, c'est juste pour resituer la question quand vous dites que ça n'a pas commencé par Ibrahim Traoré, pour dire que non, on ne fait pas le procès pour dire que non, Ibrahim Traoré a bien fait, oui, à la main. Mais la situation... On peut mettre la conscience de côté et tout. Je veux dire que c'est pas un fait de maintenant. Bon, on va évoluer dans le débat. Parce que tout à l'heure, j'ai dit qu'on va s'intéresser à ces possibilités-là, notamment avec l'article 59 de la Constitution. Mais on a aussi entendu le président à Kaya. On a l'impression que les choses aussi sont en train de se mettre en place selon ce qu'il nous dit. Quand il dit par exemple que pour la question de l'armement, en tout cas, il y a des éléments qui sont en train d'être faits. Je me rappelle que c'était le 23 mars même à la base aérienne 511 de Ouagadougou. Il y a des armes qui ont été présentées, de l'acquisition. On a l'impression qu'il y a comme
de façon stratégique quelque chose qui est en train de se mettre en branle, quelque chose qui se prépare pour déclencher quelque chose de fort. Bon, je ne vais pas revenir sur l'article 59 qui pourrait entrer dans ce fameux cadre-là. Et le PP, là, dans le discours politique, hein, parce que quand on parle des MPSE2, quoi qu'on dise, ils sont aussi dans le dépassement de fonction, pour être aussi dans le discours politique. Il est en train de changer ou pas? Avec les sorties du président, avec les échanges directs qu'il affectionne apparemment. En train d'échanger, je ne comprends pas. Je parle du discours politique lui-même. Parce qu'au départ, quand on parlait de départ de la crise, on nous disait que la crise, elle est très grave. Il ne faudrait pas que les gens pensent que... Parce que pendant longtemps, on leur a dit que non, monter en puissance, ce n'est pas vrai, il faut qu'on se dise la vérité, la situation est grave. Aujourd'hui, quand on entend le discours, c'est on a pu acquérir du matériel, on a pu avoir ceci, on est plutôt dans de bons points sur lesquels on prêche. Le discours, il est en train de changer petit à petit. Est-ce que ce n'est pas pour préparer vraiment à ce que... Bon... on va à une autre étape. Bon, moi, je ne vois pas de changement de discours à ce niveau. D'accord. Voilà, donc je me dis que c'est un discours qui tend à rassurer. Okay. Voilà, à rassurer et à susciter de l'espoir. Voilà, parce que, comme vous le savez, peut-être ce que nous avons pu déplorer au MPSR1, voilà, c'était donc le manque d'équipement adéquat pour faire face à la guerre. Et je pense qu'il y a eu tellement de débats là-dessus, et cela se posait aussi en termes de partenariat, et c'est ce qui a motivé même certains citoyens à exiger ici, c'est-à-dire que la diversification des partenaires pour pouvoir régler ces questions d'équipement. Donc si déjà on annonce que par l'autorité suprême qu'il y a du matériel qui a été acquis, voilà, et que nous allons défendre la patrie, nous n'allons pas reculer. Bon, pour moi, je ne vois pas où le discours est en train de changer. Ça reste toujours dans la logique de la guerre, dans la logique de la lutte contre l'insécurité. Voilà. Mais il y a que quand on tient le leadership, il faut aussi tenir, en tout cas, un discours qui rassure. Voilà, un discours, en tout cas, qui suscite ici de l'espoir. Voilà, parce qu'un peuple qui n'a pas d'espoir est un peuple vaincu, c'est ce que ça veut dire. Et je me dis que le discours du chef de l'État, en parlant de cette façon, ça rassure, ça galvanise et ça motive plus les citoyens ici et voilà, et à s'impliquer donc dans le processus de la lutte contre l'insécurité. Alors moi, est-ce que peut-être tu nous relèves un changement à quelque part, mais nous restons toujours dans la lutte contre l'insécurité. C'est ce que moi je... Non, il y a un glissement dans le discours. Hein. D'accord. Il faut qu'on... Attendez là, nous sommes des hommes politiques. Et je dirige un centre de formation politique et nous suivons les différents discours politiques. Les MPSR1, quand ils ont fait le coup d'État, ils ont dit c'est la lutte contre le terrorisme et l'insécurité. Puis on a vu Damiba glisser, qui a privilégié ce qu'il appelle la réconciliation nationale, le retour de Blaise, le retour de l'ancien régime. Bon, là, on a commencé à s'interroger sur le mot restauration. Et Damiba et Traoré, quand il a pris le pouvoir, il a dit Damiba a dévié de leur objectif premier. Il a dit ça, qu'il a dévié de leur objectif premier. Alors, c'est la lutte contre l'insécurité, contre la lutte contre le terrorisme. Et tout le monde soutient cette option. Mais aujourd'hui, le discours là est un discours anti-impérialiste. Ça, il faut qu'on soit honnête entre nous. J'ai suivi le discours. L'impérialisme, comme Sankara l'a dit, ça est dans votre plat. On va révolutionner toute notre vie. L'agriculture, quoi. On a suivi. Qu'ont-ils fait depuis ces années? Ils ne vous ont pas donné de l'eau potable. La jeunesse n'a pas eu d'emploi. Le monde rural, vous n'avez pas eu de route. Les engrais, on peut les faire ici. Il y a du ciment qu'on peut faire ici. À l'université, on vous amène des sacs d'argent. S'ils viennent, prenez votre argent. C'est quoi si le compte il fait, c'est... Le discours a glissé. Vous êtes senti piqué ou quoi? Non, je ne me sens pas piqué. Parce que c'est le flou artistique maintenant de ce discours-là. Parce que qui ont fait? Qu'ont-ils fait? Qui? Le on. Qui n'a pas fait quoi? Le on en politique, c'est pas bon. Il faut être franc. Si j'analyse, c'est-à-dire, est-ce que c'est les régimes successifs qui sont au Burkina qui n'ont rien fait et maintenant eux ils viennent avec un régime qui va effectivement révolutionner la situation de notre pays? Vous voyez, il y a une glissade. Et quand je mets dans le panier du discours du chef de l'État et du président du Parlement à Moscou, qui dit nous avons fait de Moscou, de la Russie, notre partenaire clé.
Ça, ce n'est pas le rôle d'un président du Parlement. Olivia sert à quoi? Olivia sert à quoi? Et le président du Parlement s'en va dire que la Russie est leur partenaire clé désormais. Ça crée des problèmes. Et quand je vois Bassolma qui dit l'administration, là, on a passé le temps à nommer des cousins, des cousines, de quoi. Désormais, là, ce n'est plus possible. Et il dit, ça ne fait que commencer. Et le Premier ministre qui va au Mali, qui dit, on va faire la fédération. Le discours glisse. Et c'est désordonné. Et il dit que c'est leur, ils ont une vision et un objectif. Moi, j'ai dit que sécurité. Lutte contre le terrorisme, et IB, on te soutient là-bas. Laisse les discours sur l'eau potable, la jeunesse ou quoi. La transition. C'est des besoins essentiels. Mais attends, quand même, je ne suis pas contre. Mais demandez le bilan, vous allez voir qu'est-ce qu'on a fait en eau potable ou MPP. Donc vous êtes sorti d'exil alors. Oui, mais je pense que quand même, c'est une globalisation qui demande à être clarifiée. Si vous me demandez, convoquez-moi sur la table, je vais vous faire le bilan quand même de la gouvernance ROC. Bon, peut-être que ça serait un autre sujet. Oui, parce que là, c'est donc, très bien. C'est même un dernier tour du table, parce qu'on est déjà à 47. Il y a une glissade, en tout cas. Sur la question du discours, vous disiez... Oui, par rapport à ce qu'il vient de dire, je comprends un peu ce qu'il veut dire par glissement du discours. Et donc, pour moi, le docteur Émile Paré veut dire qu'il est passé d'un discours de la lutte contre l'insécurité à un discours politique et même idéologique, puisqu'il parle de l'impérialisme et autres. Voilà. Mais maintenant, ce qu'il n'a pas dit, c'est que le président aussi a dit qu'il y a aussi des Burkinabés qui travaillent contre cette patrie. Ça aussi, il a dit, et c'est très important. Et il a parlé ici, c'est-à-dire que de l'impérialisme qui se trouve dans nos ancêtres, pour dire que l'impérialisme a ses soutiens parmi vous, a ses leviers, comment dirais le terme consacré, et voilà, a ses valeurs locaux parmi nous. Oui. Et ça aussi c'est très significatif comme discours. Voilà, parce que, et en plus de ça, quand il dit non, il commence à parler des questions de développement. Mais le Premier ministre a dit, si j'ai bien écouté son discours à la nation et à l'ALT, il a dit aussi qu'ils vont travailler à améliorer les conditions de vie des Burkinabés. Donc moi, ça ne m'étonne pas que le chef de l'État parle ici de transformer nos ressources, voilà, et de donner de l'eau potable et ainsi de suite. Voilà. Okay. Donc pour moi... On l'a compris. On l'a compris. Okay. Donc pour revenir sur ça, de cette sortie notamment, quand il y a les échanges, mais je pense qu'il faut faire très attention quand on occupe les hautes fonctions. Parce que tout ce qu'on dit a une implication assez énorme. Quand effectivement le chef d'État dit qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est très dangereux. Il y a des gens qui sont morts pour ce pays-là. Donc il faut être précis. Et aujourd'hui, le discours a vraiment glissé. Maintenant, la question de l'impérialisme, c'est faire de naïveté et ne pas croire que l'impérialisme a toujours géré nos États. Ça, c'est faire de la naïveté. Mais en même temps, quand on fait un coup d'État pour des questions sécuritaires, je pense qu'il faut qu'on ait des objectifs assez précis. Parce qu'au final, ce discours, pour moi, c'est un discours hautement politique. Mais les implications aussi peuvent être de divers ordres. Hein. Et le combat aussi a intégré certains éléments. La sécurité est une lutte politique. Donc, je ne sais pas comment on peut évacuer le politique de la lutte. Vous terminez rapidement. Vous voulez pas, j'ai compris. Vous terminez. On va le laisser terminer. On est pratiquement au terme. Vous terminez en quelques mots. D'accord. Donc, vous dites qu'il faut qu'on ait un contenu de ce qu'on dit. Parce que quand on dit on va révolutionner, on ne révolutionne pas du jour au lendemain, on ne révolutionne pas sur 2 ans, on ne révolutionne pas juste parce qu'on le veut, on le fait parce qu'il y a une idéologie révolutionnaire derrière, avec un contrat social, c'est-à-dire avec un contenu. Il ne s'agit pas de lancer les mots, parce que ce qui m'inquiète, c'est que le chef d'État, quand il fait ces sorties-là, il nous crée plus de problèmes que de solutions. Parce qu'en arrière, il n'y a pas de contenu qui puisse moi me permettre en tant que citoyen. Mais ça c'est une appréciation aussi, parce que quand vous dites qu'il crée plus de problèmes, moi je ne comprends pas trop. Mais bon, on est pratiquement arrivé au terme. Quand il dit qu'ils ont fait, voilà ceux-là, le MPP... Non mais ils ont géré le pouvoir d'État. Vous ne me laissez jamais aller au bout, mais c'est dommage. Bon, je pense que... J'ai un sur notre bilan.
Oui, dire qu'il n'y a pas de contrat. Mais il y a une feuille de route qui a été définie. Il y a un discours, comment dirais-je là, un discours, le discours du Premier ministre à l'Assemblée là. C'est une nation avec le discours. La déclaration. Bon, on l'aura compris. En tout cas, merci bien. Je pense que le plus important, c'est le même discours que le discours du Premier ministre. Oui, je comprends. Le plus important. Voilà. Bon, maintenant, si les gens veulent un discours d'orientation politique, idéologique, le plus important, c'était d'avoir un bon regard sur les éléments qu'on avait, à savoir les questions de mobilisation générale et puis de mise en garde. On a eu une bonne lecture là-dessus. Donc, on va vous dire merci à vous, Dr Aristide Béré, d'être passé. Je rappelle que vous êtes administrateur civil, ancien directeur général de l'ONI. Merci à vous, Dr Émile Paré, secrétaire à la formation politique et civique du MPP, Mouvement du Peuple et le Progrès. Merci aussi à vous, Dr Aruna Louré, membre du président ALT, médecin. Et merci à Dr Loupé Peignère, qui est sociopolitologue, enseignant au CNRST, chercheur au CNRST. Encore merci d'être passé sur ce plateau. On va nous poursuivre sur JDS. Il sera sûrement moins chaud là maintenant. Et c'est avec la partie société. Dans cette partie société, nous allons nous intéresser à un rapport qui a été remis le 20 mars dernier, c'était lundi, au Premier ministre, et cela concerne les activités des services d'inspection du travail de l'année 2021. Et ce document fait ressortir le travail réalisé par les inspections dans le cadre de leur mission de contrôle des entreprises de conciliation et du dialogue social, d'études, d'enquête et d'appui conseil des partenaires sociaux. Le point, notre reportage, avant de revenir dans le détail sur ce document, notamment avec un invité. Ce document que vient de recevoir le Premier ministre burkinabé contient le rapport 2021 des activités des services d'inspection du travail. Des activités réalisées par 256 contrôleurs et inspecteurs du travail avec un budget de plus de 368 millions de francs CFA selon Daouda Ouattara, directeur général du travail par intérim. Au titre des missions qu'ils ont eu à réaliser, notamment la mission de contrôle, il faut noter que les services d'inspection du travail ont pu contrôler 1853 établissements au Burkina Faso. Et ils ont constaté 100 663 infractions et ils ont touché 39 778 travailleurs au cours de l'année considérée, du 1er janvier au 31 décembre 2021. Alors, il y a eu au titre des infractions, les infractions ont fait l'objet des observations, des mises en demeure, des PV d'infraction ou des PV d'amende s'il y a lieu. En ce qui concerne leur mission de conciliation et du dialogue social, les services d'inspection du travail disent avoir traité 5104 conflits individuels de travail et 9 conflits collectifs de travail. Au titre de ces conflits, nous avons pu arriver à une conciliation totale sur 2825 affaires, sur les 5104. À côté de cette mission, il y a la mission d'appui conseil, d'études et d'enquête. Les enquêtes, principalement, ça peut être les enquêtes demandées par la Caisse nationale de sécurité sociale. Et à ce titre, nous avons pu mener 425 enquêtes sur les accidents du travail. Et ces accidents ont concerné 21 cas de décès. Notons que c'est plus de 1,481 milliards de francs CFA qui ont été reversés aux travailleurs après la mission de conciliation. Au titre de la mission d'études, d'enquête et d'appui conseil des partenaires sociaux, les services d'inspection, entre autres, appuient la mise en place de 67 comités de sécurité et santé du travail. Organiser des élections des délégués du personnel dans 365 établissements. Pour mémoire, ils ont versé au trésor public plus de 1,267 milliards de francs CFA. Retour sur ce plateau, nous avons donc placé les pieds dans le plat avec ce sujet, cette remise de rapport. Je suis donc rejoint sur ce plateau par David Nana. Bonsoir. Bonsoir M. Va, bonsoir aux téléspectateurs. C'est un plaisir de vous avoir. On va donc éplucher, on va dire, ce rapport-là avec ce qu'on peut avoir avec notre invité. Il s'agit de Pio Daouda Ouattara, il est inspecteur du travail. Bonsoir. Bonsoir M. Va. C'est un plaisir de vous avoir. Merci. Déjà pour ceux qui nous suivent, on va essayer de mieux comprendre c'est quoi le travail d'inspection que vous faites. L'inspecteur de travail, qu'est-ce qu'il fait, quelles sont ses missions qui lui sont assignées, pour qu'on en vienne à ce que vous rendiez compte de ce travail-là. Ok, merci.
Mais avant de répondre à votre question, je vais profiter et remercier en fait la télé True TV pour l'occasion qui nous donne en fait de mettre un peu sous la lumière ce que nous faisons quotidiennement. Alors, il faut noter que l'inspection du travail a 6 missions principales. On peut résumer en 3. La première mission de l'inspection du travail, c'est de contrôler la législation du travail dans les établissements soumis au Code du travail. Et la seconde mission, c'est de conseiller les entreprises et les employeurs dans la mise en œuvre de cette législation dans les relations de tous les jours. Et en plus de cette mission, nous avons la mission de tentative de conciliation, de règlement à l'amiable des conflits de travail qui peuvent être des conflits collectifs comme qui peuvent être des conflits individuels. Et à côté de ça, nous menons effectivement des enquêtes sur le climat social ou toute autre enquête qui a un lien avec le social. Et à côté de ça encore, il faut noter que nous portons à la connaissance également, à la connaissance de l'autorité compétente, les défaillances qui ne sont pas couvertes par les textes afin qu'on puisse remédier à cela. Et voilà de façon ramassée ce qu'on pouvait dire sur les missions de l'inspection du travail. D'accord. Maintenant qu'on vous connaît mieux, peut-être on va aller sur le détail du rapport lui-même, David. C'est vrai que c'est un rapport qui est assez lourd, qui est assez long. On ne va pas vous demander l'exercice de tout l'éplucher sur ce plateau, mais de façon générale, qu'est-ce qui se dégage de ce rapport-là? Quel est l'état des lieux des services d'inspection du travail? Bon, alors, l'état des lieux des services d'inspection, il faut noter que le rapport est articulé sur 3 parties. Il y a une première partie où on présente en fait le système d'inspection du travail, mais bien avant ça, en introduction, on essaie de présenter le Burkina Faso. On présente dans la première partie le système d'inspection du travail, et dans la deuxième partie, nous donnons en fait les ressources humaines, matérielles et financières dont disposent les inspections du travail pour mener leur mission. Et la troisième partie maintenant est consacrée réellement aux résultats des activités qui sont menées quotidiennement du 1er janvier au 31 décembre de l'année considérée. Voilà. D'accord. Et quand on regarde ce rapport, vous avez dit de façon générale ce qu'il y a, mais dans quel contexte il a été élaboré, dans quel contexte il a été fait? Parce qu'on sait que c'est vrai que c'est des activités et d'inspection qui y sont amenées, mais c'est dans quel contexte tout ça? Alors, il faut noter que ce rapport-là est dû au titre de 2 conventions que nous avons ratifiées en mai 1974. La première convention, c'est la convention 81 sur l'inspection du travail dans le commerce. Et la deuxième convention, c'est la convention 129 sur l'inspection du travail dans le secteur agricole. Au regard de ces 2 conventions-là, chaque État qui les ratifie est obligé de soumettre annuellement un rapport détaillé sur tout ce que les services d'inspection du travail font. Et ces rapports-là, on vous demande de détailler dans le nombre d'inspecteurs que vous avez dans votre pays, les ressources dont vous avez mis à leur disposition. Et quand on parle de ressources, c'est les ressources matérielles et les ressources financières et autres, et même les ressources humaines. Comment ils ont pu faire et qu'est-ce qu'ils ont pu faire du 1er janvier au 31 décembre avec les moyens qu'on a mis à leur disposition. Donc c'est en vertu de cette convention-là que nous élaborons ce rapport. Ce n'est pas la première fois, nous l'élaborons depuis belle lurette. Voilà. Mais je crois que on peut dire que les autorités actuelles du pays ont pris la mesure en fait de ce rapport-là et ils ont voulu maintenant qu'on aille à des étapes où on peut peut-être mieux faire connaître le rapport au public. Justement, c'est un rapport qui concerne l'année 2021. Nous, on est des profanes, on lit aussi par rapport à ce qu'on peut voir à travers les dispositions du BIT. On se pose la question, est-ce qu'on est dans les délais? Parce qu'il faut dire que c'est en septembre 2022 que vous l'avez élaboré et puis c'est en mars que vous le remettez au Premier ministère. Est-ce qu'on est dans les délais raisonnables? Alors, je répondrai déjà qu'on est dans les délais. Parce que les 2 conventions que nous avons citées, c'est-à-dire le rapport est élaboré année N+1. C'est-à-dire que les activités du 1er janvier au 31 décembre 2021, on a toute l'année 2022 pour l'élaborer. Toute l'année 2022 pour l'élaborer. Alors, une fois élaboré, on a encore un délai entre guillemets de grâce de 3 mois pour communiquer ce rapport au Bureau international du travail. Donc ce rapport 2021, jusqu'au 31 mars de cette année, on est toujours dans les délais. C'est limite, hein? Oui, limite. Et il faut noter que, peut-être qu'avec la nouvelle dynamique qui est enclenchée au niveau des autorités du ministère, peut-être qu'on va arriver où on va peut-être tout faire avant fin décembre. Mais ce délai de grâce-là, on n'est pas en porte-à-faux avec les textes. C'est-à-dire qu'on doit communiquer au plus tard le 31 mai, et 31 mars, et ce travail sera fait. Voilà. Et quand on regarde aussi,
avec lui, on faisait un petit travail là pour voir un peu le contenu du rapport. Vous en parliez tout à l'heure. On parle de 1853 établissements ou entreprises qui ont été contrôlés. On parle de 100 000 infractions, c'est beaucoup quand même. Et cela concerne 40 000 travailleurs. C'est vrai qu'on parle de même du détail, mais qu'est-ce qui revient très souvent? Qu'est-ce qui ressort très souvent? Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, d'abord pour ce qui revient très souvent, je dirais que c'est les infractions sur les cartes de travail, la déclaration à la CNSS ou encore même les cotisations à la CNSS et en plus les bulletins de salaire. Voilà, parce que beaucoup aujourd'hui payent les travailleurs sans au moins délivrer les bulletins de salaire, alors que c'est une obligation de délivrer les bulletins de salaire. Et ça, c'est un risque que les entreprises même prennent, en ce sens que dès lors qu'il y a contestation en matière de salaire, les textes disent c'est à l'employeur d'apporter la preuve de paiement. Alors que le même texte a mis à votre charge l'obligation de délivrer les bulletins de salaire. Donc vous voyez que la situation devient compliquée lorsque le travailleur dit qu'il n'a pas reçu son salaire à la fin du mois. Donc c'est vous qui devez venir le faire. Et ces bulletins-là ne sont pas délivrés dans beaucoup d'entreprises. Ou pas exigé aussi par le travailleur lui-même. Bon, en fait, c'est une obligation mais c'est une obligation qui pèse en fait sur l'employeur. Ça pèse sur l'employeur. C'est une obligation qui pèse sur l'employeur. Donc il y a les bulletins, la question de la sécurité sociale, effectivement. Au niveau de la sécurité sociale, il faut distinguer les deux cas. Il y a d'abord l'immatriculation en fait du travailleur qui peut être une infraction, l'absence d'immatriculation et même l'absence même de paiement des cotisations à temps. Voilà, donc ce sont ces deux points-là qu'il faut voir au niveau de la CNSS. Donc c'est les infractions vraiment majeures qui reviennent le plus et autres dans les entreprises et autres. Y en a-t-il d'autres? Bon, oui, il y en a plus d'autres, puisque dans le rapport, si vous avez vu le rapport, il y a 44 éléments d'infraction qui ressortent, qui sont... Non, c'est pas pour nous, c'est pour ceux qui le regardent. Voilà, il y a 44 éléments d'infraction et ça va de ces éléments-là jusqu'à la question même des représentations des travailleurs dans l'entreprise. Il faut élire les délégués du personnel lorsque vous avez l'obligation. Il faut avoir un comité de sécurité et santé au travail lorsque vous avez l'obligation, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en fait dans la danse. D'accord. Moi, je voudrais poser une question justement par rapport à ces infractions qui reviennent le plus souvent. Très souvent, on a le regard braqué sur les employés. Je ne suis pas en train de les défendre, loin de là l'idée, mais c'est pour comprendre. Est-ce que quelque part aussi, on peut leur reprocher de la mauvaise foi? Est-ce que parfois, c'est pas parce qu'ils ne savent même pas comment ça doit fonctionner? Il n'y a pas un travail de sensibilisation, d'éducation, de formation même auprès de ces employés? Parce que peut-être qu'ils ne le font pas de leur propre gré, ils ne savent pas. Oui, bon, ces deux raisons peuvent expliquer. Ça peut être la mauvaise foi, comme ça pourrait être aussi la méconnaissance des textes. Parce que, quoi qu'on dise, quand vous allez sur le terrain, par rapport à la méconnaissance des textes, c'est une vérité. C'est une vérité. Souvent, il y a la méconnaissance parce que vous pouvez dans une entreprise en contrôle où vous allez voir que l'employeur n'a en tête que les dispositions de la loi de 2004. Alors qu'ils oublient que le droit du travail est un droit évolutif, c'est un droit dynamique. On est passé du code de 2004 au code de 2008. Et il n'est pas exclu que vous allez dans une entreprise, vous allez trouver que non, les gens parlent des dispositions du code de 2004. Donc la méconnaissance et même aussi la mauvaise foi aussi peut être à l'origine de ça, pourrait expliquer en fait ces manquements. Parce que les gens peuvent connaître mais ils font semblant. Parce que personnellement j'ai été déjà dans une entreprise où depuis l'entrée on me refuse l'accès. Et quand j'ai insisté, le vigile en question a dit non, que c'est à l'intérieur, on a dit de ne pas les laisser, on va venir les surprendre, surtout l'inspection du travail. Alors que l'inspection du travail, dès qu'un inspecteur est muni de sa carte professionnelle, il a accès de jour comme de nuit à tout établissement. La seule condition, sans même en informer à l'avance, la seule condition c'est lorsque les domiciles se confondent à l'entreprise. En ce moment, vous avez l'obligation d'informer avant de venir. Mais vous voyez, mais je ne dirais pas que dans ce cas d'hypothèse-là, ils ne savaient pas. Mais non, ils ne voulaient pas seulement être surpris. Vous voyez. Mais on a expliqué aux vigiles en fait, non, vous ne pouvez pas nous arrêter ici. Voilà. Mais souvent quand on entend parler des problèmes qu'il y a, c'est beaucoup plus l'employeur. L'employeur, c'est quoi? C'est parce que il y en a qui disent aussi, quand on parle de l'inspection du travail, l'inspecteur du travail, lui, il balance beaucoup plus côté employé en termes de défense de droits et tout. Et on a ça souvent de la bouche de beaucoup de patrons. Quand c'est la valation, là, ils vont prendre le parti directement du travailleur. Est-ce qu'il y a des éléments aussi qui reviennent, qui incombent aux travailleurs eux-mêmes? Oui, tout à fait. Parce que le contrat du travail, quoi qu'on dise, c'est un contrat synalagmatique. Ça met à la charge des deux parties les obligations. Voilà. Mais maintenant, quand les gens disent souvent que non, quand on arrive chez nous directement, on prend parti pour le travailleur, il faut d'abord circonscrire les choses. Le droit du travail
est un droit protecteur à l'origine. Son objectif, c'est de protéger la partie la plus faible. L'inspecteur du travail ne fait que suivre la loi. Lorsque la loi protège le travailleur, quand il va parler, vous allez penser que peut-être il a pris une position en faveur du travail, alors que non, c'est les textes qui le disent. Vous voyez déjà l'exemple que je vous ai donné avec le non-paiement du salaire. Il suffit seulement de dire que je n'ai pas reçu mon salaire et on va demander à l'employeur de faire la preuve du paiement. Vous voyez? En fait, parce que le droit du travail à l'origine a été un droit en vue de protéger la partie la plus faible. Parce qu'ici, on a en présence un employeur qui est fort et puis un travailleur qui est faible. Donc le droit du travail cherche à équilibrer en part, protégeant en fait la partie la plus faible. D'accord. Voilà. Mais quand on regarde, tout à l'heure vous nous donniez un peu les chiffres et tout, vous dites ça passe, ce n'est pas seulement un contrôle pays, c'est-à-dire que le rapport va à l'extérieur, c'est bien ça. Et nous on se classe dans quelle catégorie? C'est les pays où vraiment ça ne va pas en termes de nombre d'infractions et de répétitions, on est logé dans quelle case? Bon, en fait, au niveau du BIT, le Bureau international, au niveau de l'Organisation internationale du travail, avec son exécutif, le Bureau international, je crois qu'on n'est pas dans une logique de gendarme. C'est dans une, je dirais qu'on n'est pas, c'est vrai, il y a des infractions et autres, mais des efforts sont faits. Ce rapport, les experts en fait du BIT vont le pulcher de fond en comble. Et généralement, c'est la production de ce rapport-là, quand il les épulche de fond en comble, ça permet de voir quelles sont les parties à renforcer au niveau du système d'inspection du pays, du travail du pays. Et je crois que c'est à ce titre qu'on a eu des projets qui sont venus dans le cadre du BIT, ACI 7, ainsi de suite. Et même il y a un projet même qui vient encore, qui n'a pas encore été lancé, mais qui est en cours. C'est parce qu'on est à jour en fait de ces productions et autres-là. Ça leur permet d'avoir une visibilité sur ce que le Burkina fait comme effort pour avoir un système d'inspection du travail et ce qui se passe réellement sur le terrain au regard des infractions et ainsi de suite. Alors, avant de vous laisser poser une question, vous savez, c'est vrai que beaucoup, quand on parle d'entreprise au Burkina, si vous voulez vous référer seulement au, comment c'est qu'on appelle cela, aux documents pour exister en tant qu'entreprise, vous risquez de vous tromper parce qu'il y en a qui ont déclaré déjà à la CNSS, mais qui ont toute l'entreprise là dans un cartable. Vous êtes d'accord avec moi? Avec eux, comment on fait? Ils ont déclaré les gens à la CNSS. Je veux dire, il a juste déclaré pour pouvoir créer son entreprise. Après, le reste, c'est dans un cartable. Il se fait les marchés. Quand il y a un marché, il ouvre son document, il va, il soumissionne. Quand il a eu, il traite, mais il sous-traite, c'est selon. Mais quand il finit, son entreprise, ça se résume à quelquefois à un sac à main. Mais dès lors que l'entreprise existe et qu'il y a des travailleurs, les jours où ces travailleurs vont approcher l'inspection du travail, qu'ils soient domiciliés dans un domaine fixe ou pas, on va pouvoir le rattraper. Mais il n'échappe pas, je veux dire, il n'échappe pas à vos contrôles. Il n'échappe pas. D'accord. Il n'échappe pas. Celui qu'on a déclaré, pour renforcer un peu ce qu'il est en train de dire, il ne sait même pas qu'il est dans une entreprise. Oui, ben, tout à fait. Parce que ça, oui, c'est des cas que vous voyez. Oui, mais ça, c'est que la déclaration au niveau de la CNSS, ce n'est pas l'inspection du travail. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas l'inspection. Nous, notre rôle là, on fait l'immatriculation au niveau de la CNSS, mais nous, notre rôle sur le terrain, c'est de contrôler, c'est de s'assurer que les travailleurs, puisque vous l'avez, dès que vous embauchez un travailleur, vous avez 8 jours pour le déclarer à la CNSS. Et puis payer les cotisations au fur et à mesure. Donc la CNSS aussi a une équipe aussi de contrôle, de recouvrement, ainsi de suite. Mais nous, à notre niveau, c'est tant que vous avez des travailleurs, si vous voulez, bon, vous pouvez avoir votre entreprise dans le sac, mais les jours où le travailleur va peut-être s'approcher de l'inspection, on mettra tout pour vous retrouver. Voilà, puisqu'on travaille aussi avec les forces de l'ordre. On mettra tout pour vous retrouver, justement. Bien sûr. Justement, moi, ça m'amène à poser cette question-là. On est parti sur la base d'un principe international, disposition 81, disposition 129 depuis 74. Ce que je veux dire, chaque année, on a eu la chance de faire même des émissions. Moi, j'ai eu la chance de faire des émissions avec vous. On a l'impression que le phénomène, je peux me tromper, il va grandissant. C'est quoi? Les mesures coercitives, là, est-ce qu'elles sont vraiment à la hauteur? Parce que si on se réfère à ce qu'il a cité tout à l'heure, quand même 100 000 infractions, c'est pas rien. Mais pourquoi ça persiste? Pourquoi le phénomène persiste? Est-ce qu'il n'y a pas suffisamment de sanctions, tant au niveau national qu'international? Vous voyez, en fait, le droit du travail est à la frontière entre les intérêts économiques et les besoins sociaux, en fait, des individus. Ça fait que souvent c'est un peu très délicat. Si vous voyez beaucoup d'infractions citées et beaucoup d'observations et de mise en demeure. Vous voyez, beaucoup d'observations. Vous pouvez aller dans une entreprise, aller répertorier plusieurs infractions et vous vous rendez compte que bon, la personne
Vous avez même parlé tout de suite là de la méconnaissance ou bien de la mauvaise foi. Si l'inspecteur a l'intime conviction que ce monsieur, il est en porte-à-faux vis-à-vis des textes, c'est vraiment en méconnaissance, il peut formuler des observations. Okay. Ou bien faire des mises en demeure pour lui dire, bon, on vous donne un délai, parce que les mises en demeure commencent à partir de la 8e. On peut vous donner un délai de 8 jours pour au moins remédier à ça. Maintenant, si l'inspecteur arrive à revenir encore maintenant et qu'il voit que ce n'est pas mis en œuvre maintenant, il peut aller à la sanction supérieure. Parce que nous, notre premier rôle, c'est de ne pas aller à des sanctions qui vont amener à des fermetures. Surtout que nous sommes dans des contextes où souvent on préfère que les entreprises fonctionnent. On fait plus de conciliation. On est, bon, pas la conciliation. La conciliation, ça c'est lorsque les plaintes viennent à notre niveau. On essaie de faire des observations, de conseiller l'employeur par rapport à ça. Mais si dans la même entreprise, si on revient et qu'on se rend compte que non, malgré les conseils ici, on va à la vitesse supérieure. Voilà. D'accord, on comprend bien. Mais lorsqu'on remet le rapport comme ça, souvent quelle est la suite? Alors, si nous remettons le rapport au Bureau international du travail, c'est ça que j'ai dit, il y a la commission des experts d'application des normes au niveau du Bureau international du travail qui vont regarder le rapport en fonction des exigences des deux conventions, voir s'il y a des zones d'ombre. On va nous interpeller. On peut être interpellé par des correspondances directes, comme on peut être interpellé. La plus grave interpellation pour un pays, c'est lorsque vous êtes interpellé au niveau de la CAN, la commission d'application des normes, au niveau dans le cadre de la conférence internationale du travail, ou même souvent votre cas peut être soumis à la plénière, où les pays vont devoir peut-être parler sur votre cas, si les manquements sont tellement graves. Et en ce moment, bon, c'est vraiment comme le banc des accusés à l'international. Donc quand les pays se retrouvent dans cette situation, c'est pas du tout enviable. Et quand en ce moment les gens cherchent maintenant des apports pour les pays qui vont intervenir, on essaie de voir, voilà, essayer de nous soutenir, essayer de parler dans notre faveur, peut-être, voilà, ainsi de suite. Voilà. On regarde aussi dans ce rapport, c'est peut-être pour voir un peu quelles sont vos attentes vis-à-vis des différents acteurs, mais aussi particulièrement du gouvernement. Et dans la même lancée, vous êtes 256. Le nombre m'a un peu tiqué, 256 contrôleurs de travail. Est-ce que c'est suffisant? Alors, en termes d'effectifs, on dirait que ce n'est pas suffisant parce que au niveau les ratios au niveau du Bureau international du travail sont fonction en fait du niveau de développement en fait du pays. Vous voyez, les pays développés, dès lors qu'on a un inspecteur pour 10 000 travailleurs, c'est un ratio où les BIT ne s'inquiètent pas. Lorsque ça dépasse un inspecteur pour 10 000 travailleurs, le BIT commence à s'inquiéter. Pour les pays à économie intermédiaire, les pays avec les économies intermédiaires, là, lorsque le ratio dépasse un inspecteur pour 20 000 travailleurs, on commence à s'inquiéter. Mais pour des pays moins avancés, pour ne pas dire les pays pauvres comme les nôtres, le ratio, parce qu'il y a l'informalité qui est là, excusez-moi l'expression, il y a l'informalité qui domine beaucoup, le ratio est un inspecteur pour 40 000 travailleurs. C'est fort, hein? Alors, si on prend ce ratio et on se réfère en fait à l'enquête nationale sur l'emploi et le secteur informel que le Burkina a diligenté en 2016 avec l'INSD, on se retrouve autour de 7 700 000 travailleurs. Quand on fait ce ratio avec le nombre d'inspecteurs, on voit qu'on est autour d'un inspecteur pour 30 000, environ un inspecteur pour 30 000 travailleurs. Donc on se dit qu'on n'est pas encore dans les marges où le BIT doit s'inquiéter. Voilà, je ne dirais pas que c'est bien, mais on n'est pas encore atteint la marge où le BIT doit s'inquiéter. Et ça aussi, si on enlève même les 200 000 fonctionnaires dans les 7 700 000 là, peut-être que le ratio va s'améliorer. Voilà. C'est ce qu'on va espérer. En tout cas, ça a permis de comprendre un peu parce qu'on a tous suivi la remise du rapport. On aimerait bien et on avait voulu comprendre un peu plus pour ce qui est de ce contenu. Je pense qu'on l'a. Une dernière question, ou bien je pense que c'est bon. Oui, peut-être que la question est à deux volets, si on a encore le temps. Quelles sont vos attentes aujourd'hui vis-à-vis des différents acteurs du secteur du travail, mais particulièrement du gouvernement? Alors, d'abord, je vais aller au niveau des acteurs, au niveau des partenaires sociaux. Nos attentes, c'est de s'approprier d'abord, chercher à s'approprier les textes et surtout aussi faire du dialogue social un élément aussi de gestion au sein de l'entreprise. Il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir des manquements au niveau de la législation, mais les parties doivent au moins avoir cette capacité toujours de se retrouver et discuter à l'interne pour pouvoir trouver une solution. Et à l'endroit du gouvernement, c'est de toujours demander un renforcement des capacités au niveau des services d'inspection du travail, notamment en matériel roulant et même budget. Parce que vous voyez, la ville de Ouagadougou se retrouve avec une seule inspection. Aujourd'hui, matériellement, c'est difficile.
Et on est en train de vouloir opérationnaliser les inspections des zones. Et c'est une invite vraiment au gouvernement, si on peut vraiment vite opérationnaliser cela, au moins dans la ville de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, pour qu'on puisse au moins être plus proche des usagers. Avec un gros budget pour la communication, parce que ça, il le faut. Il faut que vous communiquiez davantage pour qu'on puisse savoir ce que vous faites et puis ce qu'on doit faire aussi en tant qu'employeur et employé. Merci bien. Je vous en prie. Daouda Ouattara, je rappelle que vous êtes inspecteur du travail. On est revenu donc sur le rapport 2021 du service d'inspection du travail. Merci aussi à vous, David Nana, d'être passé. Merci à vous, M. Vara, et merci aux téléspectateurs. C'est un plaisir. Le JDS, Journal Dimanche au soir, s'achève avec la partie sport. Nous l'annoncions en titre, 8e de finale pour ce qui est de notre Coupe du Faso. Et on va s'intéresser à Canon du Sud qui a croisé les crampons avec Salitas. Canon du Sud, c'est une équipe de Ligue 2 et Salitas, une équipe de Ligue 1. Et c'est Salif Bagaté qui aura été décisif pour permettre aux siens d'emporter la victoire et donc la qualification. Et cela se fait sur le penalty. Et voici donc le résumé de ce match. Cette rencontre a débuté timidement en première partie avec un jeu décousu de part et d'autre. La seule situation dangereuse arrive suite à cette frappe tendue de Abdulaziz Ilboudo de Canon du Sud. C'est en seconde période que Salita se retrouve et se signale en premier avec cette tentative de Saban Kaboré. Dans la foulée, suite à cette entrée de touche, Abdulaziz Ilboudo de Canon du Sud manie le ballon dans la surface de réparation. Sans conteste, l'arbitre indique le point de pénalty. Salif Bagaté ouvre la marque et inscrit du même coup son 13e but de la saison. A la suite, Canon du Sud passe à côté de l'égalisation suite à cette tête de Rufin Zio. En fin de rencontre, Salif Bagaté déclenche une frappe et oblige Bouffon Gokon, le portier de Canon du Sud, à se déployer pour sauver sa cage. Score final 1-0 pour Salitas qui retrouve les quarts de finale Dame Coupe après être éliminé en 16e de finale l'année dernière. C'est bon d'apprendre d'abord en match de coupe. Je pense que ce n'est pas le beau jeu qu'on cherche. L'essentiel d'abord c'est de se qualifier. Voilà, je pense que le message a passé. On s'est qualifié, on rend grâce à Dieu. Franchement, on l'a joué en dessous de la moyenne. Salitas était méconnaissable ce soir. Voilà, bon, je pense qu'on a pris note et pour les prochains matchs à venir, très rapidement, on va corriger. Canon du Sud éliminé de la compétition conteste le pénalty sifflé par l'arbitre. Selon l'entraîneur, Salita se qualifie grâce à une faute arbitrale. Merci bien, je pense que tu es en train de tirer le mot. Est-ce que c'est une erreur ou bien c'est une erreur d'arbitrage ou bien de notre faute? Vous voyez bien que le joueur a monté le ballon des pieds et pas de la main. Mais l'arbitre, bon, comme tout il est inné aussi, ils peuvent commettre aussi des erreurs. Sinon vraiment, ce n'est pas un pénalty de qualité. Ce n'est pas en difficulté, c'est Salitas qui est sous pression. Nous sommes une équipe, on veut vraiment gagner. On veut gagner, mais pas au moins pas perdre de cette manière. Et Salitas devrait gagner aussi d'une bonne manière, pas de cette manière aussi. Salitas en quart de finale connaîtra son adversaire après le tirage au sort. Nous parlons sport et je suis rejoint sur ce plateau par Claude Romba. Bonsoir. Oui, bonsoir Geoffroy Vara. En tout cas, ravi d'être là. Oui, moi aussi, ravi de vous retrouver. C'est vrai que ça fait un dimanche quand même. Ça fait quand même deux dimanches. Voilà, non, pas l'habitude. Ceci dit, on a tous vu le match tout à l'heure. C'était très intéressant. C'est Salif qui a permis aussi de remporter sur Salif le penalty. Qui permet donc à Salitas de l'emporter. Un penalty disputé. Oui, penalty en tout cas contesté en tout cas par l'entraîneur, le jeune entraîneur de Canon du Sud qu'il faut féliciter parce qu'on a vu, il est un peu amer, un peu déçu parce que évidemment le Canon du Sud a tenu la dragée haute à Salitas et a montré de bonnes dispositions pour une équipe qui évolue en ligue inférieure par rapport à Salitas. Ils ont montré de bonnes dispositions tactiques, ils ont montré en tout cas qu'ils étaient capables de rivaliser avec les équipes de l'élite et en tout cas c'est à mettre à l'actif donc du jeune entraîneur Idrissa Traoré que en tout cas on dit beaucoup de courage, à qui on dit beaucoup de courage et surtout félicitations pour donc la prestation de ces garçons. On va donner rapidement
rapidement les résultats de ces huitièmes de finale. L'AS Police, ça passe en tout cas pour l'AS Police en difficulté en championnat. L'AS Police donc composte son ticket pour les quarts de finale en venant à bout de Royal. 2-1. Majestic a écarté l'Union sportive des forces armées au tir au but 0-0 au temps réglementaire, 4 tirs au but à 3. L'étoile filante de Ouagadougou également par le même score, 4 tirs au but à 3, 0-0 au temps réglementaire, a écarté l'AS Sonabel. La Soyenega a donc battu Bafouji 2-0 quand Vitesse a étrié Colma FC 5-0. L'AS Douane a également donc dicté sa loi sur les Léopards de 5-5 à 1. COSAF, la seule équipe de Ligue 2 à être encore en course puisque COSAF donc a écarté le Sporting des Cascades 1-0. Et puis on a vu un Salitas qui a battu Canon du Sud 1-0 également. Donc tirage au sort est prévu pour ce lundi. On connaîtra donc les affiches de ces quarts de finale. Il faut rappeler qu'il ne reste qu'une seule équipe de Ligue 2 sur les 8. Donc 7 équipes de Ligue 1 et une équipe de Ligue 2. Donc on attend le tirage au sort prévu ce lundi. Mais pour COSAF, c'est quoi? C'est une surprise ou pas? COSAF est déjà champion de la saison, donc ils montent en Ligue 2 l'année prochaine. Ils sont champions avant terme à 4 journées de la fin du championnat. Et donc tout est bénéfique, en tout cas pour eux, c'est tout bénéfique pour COSAF qui est libéré et qui joue donc évidemment et qui montre qu'ils n'ont pas été leaders par hasard puisqu'ils ont écrasé tout sur le passage du côté donc de la Ligue 2 Poule A. Et donc ça se comprend. En tout cas, les garçons de Jean Jaurès Baya, l'ivoirien de COSAF qui en tout cas fait sensation dans ce face-au-foot. Et puis bon, peut également dire que ça fait la fierté d'un joueur comme Kassoum Drago, Zico, ancien joueur des étalons et qui pousse donc son équipe au firmament. On attend de voir quelle sera l'affiche de ces quarts de finale pour COSAF qui ne se donne pas de limite, en tout cas pour aller jusqu'au bout de cette Coupe du Faso. Ils en ont les moyens. D'accord. Et puis je pense aussi que c'est le premier rendez-vous après le dernier match des étalons qu'on a eu. C'était étalon Togo 1-0, mais victoire dans la douleur, c'était pas simple. Ce fut très laborieux en tout cas pour les étalons du Burkina, mais qui réussissent quand même à remporter le gain de la partie grâce à leur expérience, grâce à leur vécu, grâce également à Abdou Fessal Tapsoba qui est entré en cours de jeu et qui donc presque à la fin du match réussit donc à marquer ce but, ce hold-up parfait, il faut le dire, pour l'équipe du Burkina qui au caractère remporte le gain de la partie, mais évidemment que ce fut dur parce que Hubert Velud a été totalement mangé, il faut le dire, par Paulo Duarte, totalement mangé tactiquement par l'ex-entraîneur des étalons, lui ex-entraîneur donc du Togo, qui n'a pas pu faire en tout cas tactiquement le poids devant chose, mais on va retenir la victoire. C'est vrai que pour certains on estime que les critiques sont très dures envers Velud, mais pour ceux qui suivent le football burkinabé, on peut dire non, parce que les exigences du football burkinabé ont atteint un niveau aujourd'hui où quand on est quatrième de la Coupe d'Afrique des Nations et qu'on n'a pas fait bonne prestation, on est viré. Voilà. Donc à partir du moment où Kamou Malo a été critiqué, malgré qu'il faisait des victoires, qui a pu donc, je dirais, bluffer l'équipe de l'Algérie, classée première nation africaine du moment, et que cela n'a pas donné satisfaction, on a changé pour prendre donc un nouvel entraîneur. C'est dire que l'exigence avec cet entraîneur-là doit monter encore un peu plus haut et qu'il doit nous montrer plus que ce qu'il nous a montré, parce que en ce moment on aurait dit qu'on n'aurait pas gagné au change, alors que Hubert Velud est venu pour apporter un plus et véritablement permettre aux étalons de franchir un cap. Et donc avec Hubert Velud, on l'a dit, le curseur monte. Et l'objectif, ce n'est même pas les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. C'est en tout cas le minimum, c'est la finale donc lors de cette Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Et donc il va falloir montrer plus que ce qu'on a vu. Il va falloir monter également tactiquement que les étalons sont meilleurs que ça. Et puis également quand on prend individuellement les joueurs du Burkina Faso par rapport aux joueurs du Togo, et puis dit qu'aujourd'hui le Burkina Faso regorge des joueurs qui sont en première ligue avec Dango Ouattara à Bournemouth, ou en tout cas des joueurs de grande valeur qui aujourd'hui par rapport à une équipe comme le Togo, donc le Togo qui est classé derrière le Burkina Faso, donc aujourd'hui oui on peut critiquer Hubert Velud par rapport à la prestation parce qu'il n'a pas été au niveau de cette équipe des étalons. On espère que le match retour c'est mardi déjà. C'est mardi, mais vous le voyez comment ce match-là? Ce match retour va s'annoncer difficile parce que là le Togo n'a plus le choix. Là s'ils avaient le dos au mur, cette fois-ci ils sont déjà au mur, donc ils ne peuvent plus
reculer, il faut qu'ils avancent. Et donc on va s'attendre à une configuration pareille, en tout cas en 3-5-2, que le Togo va peut-être dérouler par rapport à cette équipe du Burkina. Ne va pas changer, je ne suis pas sûr qu'ils vont changer de tactique. Il appartient donc au Burkina, ou du moins à Hubert Velud, de trouver la clé à cette énigme mis en place par Paulo Duarte. Et puis il faut rappeler que le Burkina Faso sera privé de Issoufou Dayo, qui a pris un carton jaune et donc qui sera suspendu pour cette rencontre. On apprend que le Burkina Faso a déposé une réclamation par rapport à ça, mais c'est pas évident que cela aboutisse parce que bon, le règlement il est clair. Après 3 cartons, c'est une suspension et je pense que il est très fort pour que Youssoufou Dayo ne joue pas la rencontre, mais quand on a un garçon comme Nagalo également aussi qui a joué la paire avec Edmond Tapso face à la Côte d'Ivoire, qui a été impérial également, on peut dire que les pièces de rechange, il y en a dans cette équipe des étalons du Burkina. Donc Hubert Velud a des hommes valeureux pour évidemment répondre donc au schéma tactique et au piège de Paulo Duarte. Et donc on s'attend véritablement à un match qui pourrait sceller la qualification du Burkina Faso, il faut le dire, parce qu'en cas de match nul, les étalons, un seul point suffit aux étalons pour compenser déjà le ticket pour on aime les calculs, nous, on aime les calculs, on aime se faire peur. J'espère qu'on n'aura pas à faire ça maintenant. On pourra se qualifier avant, en attendant donc les 2 derniers matchs qui sont prévus en juillet, en septembre prochain, pour évidemment sur la coulée douce, et puis préparer sereinement donc le rendez-vous de la Côte d'Ivoire, qui reste évidemment un objectif majeur pour l'équipe du Burkina Faso. Donc évidemment, on verra bien cette équipe de Velud ce mardi. Je pense qu'il le sait, il n'a pas droit à l'erreur. Et s'il se trouve par rapport donc à ce match du mardi, alors là, je pense que ça sera difficile pour lui. On espère, on croise les doigts en tout cas, que cela ne va pas arriver et que bon, les étalons vont emprunter la route royale vers la Côte d'Ivoire, qui a déjà ouvert ses frontières avec le Burkina Faso, pour dire que tous les voyages sont ouverts pour aller du côté donc d'Abidjan et puis donc nous ramener la coupe, comme on dit, du côté donc en tout cas, c'est une belle image. C'est une belle image. C'est aussi avec elle qu'on va terminer, mais avant il y a l'étape Togo et il ne faut pas compter sur la largesse des Togolais. C'est quoi? Non, j'en fais pas moi. Mais c'est une victoire. Mais c'est une victoire, c'est clair. Parce que le premier piège, on l'a vu. Et cette fois-ci, on comprendra que bon, même si on a eu de la douleur, on comprendra qu'il faut jouer crânement ses chances et les Togolais vont jouer les leurs. C'est clair. Ils n'ont pas d'autre choix, eux. Tout à fait. Comme on a dit, la configuration est simple. Le Togo aujourd'hui est bon dernier avec un seul point au compteur. Et le Togo a impérativement besoin de prendre au moins 6 points sur les 3 matchs à venir, et donc ça va commencer par le Burkina Faso. Se battre contre le Burkina Faso, ça va commencer par se battre contre le Burkina Faso, mais on sait également que le Burkina Faso ne va jamais se laisser faire, parce que le Burkina Faso compte évidemment être du voyage d'Abidjan et très rapidement pour préparer déjà les bagages, et puis bon, les frontières sont ouvertes, le train siffle, et donc du coup tous les voyants sont ouverts pour aller du côté d'Abidjan. Merci Claude Roma, ça a été bref mais très intéressant, avec beaucoup d'informations. C'est aussi la fin de ce JDS, journal du dimanche au soir, que j'ai pris plaisir d'ailleurs à présenter. On se quitte ici et maintenant. On prend un rendez-vous pour dimanche prochain et d'ici là, portons-nous bien.